Je me souviens du début. C'était drôle, intéressant, pas cher. C'était parfait en fait. Et puis, petit à petit, tout a changé. Je n'ai jamais été un grand consommateur de films et séries. Quand j'ai envie de regarder quelque chose, je me le procure, je le regarde, puis je passe à un jeu ou un bouquin. Mais mes amis et ma famille payaient Netflix, et je comprenais pourquoi Netflix était si populaire. C'est pratique de tout avoir au même endroit, ils avaient des productions originales géniales, et en plus Netflix a une image cool. Une image de multinationale gigantesque certes, mais une multinationale gigantesque cool. I discovered Lupin, really good. Belle série. Peaky Blinders, l'histoire elle est incroyable. C'est pourquoi tout internet a été très déçu quand ils ont annoncé la fin du partage de comptes. On avait bien rigolé, mais c'était fini. La blague c'était que personne ne payait pour Netflix, tout le monde grattait les identifiants d'un proche. Même Netflix jouait le jeu comme avec son tweet, l'amour, c'est de partager un mot de passe. Et bien visiblement, Netflix était prêt à nous larguer. Non seulement Netflix n'est pas mort, Netflix ne s'est jamais aussi bien porté qu'au moment où je fais cette vidéo. Malgré la concurrence, l'introduction de la pub et toute une flopée de problèmes, malgré le fait qu'ils aient totalement perdu leur image cool, sur le papier, Netflix est au top. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Netflix se portait si bien, et je voulais savoir. Donc j'ai cherché et j'ai découvert des trahisons, des batailles politiques et des magouilles financières et comptables, bref, tous les ingrédients d'une bonne série Netflix. Tout a commencé, comme d'habitude, à la Silicon Valley. Une équipe d'entrepreneurs cherche des idées pour leur prochaine boîte, et comme on a la Silicon Valley, il faut disrupter. Pourquoi pas du divertissement? Comme Netflix n'existait pas encore, on louait des cassettes auprès de vidéo stores comme Blockbuster. Le problème avec le modèle Blockbuster, c'est que parfois, le film dont on a envie n'est pas en stock. Et une fois qu'on a vu les films, il faut refaire le trajet au magasin pour les rendre, et si on oublie, bam, pénalité de retard. Et si on enlevait le magasin et qu'on envoyait les cassettes VHS par la poste? C'est certes beaucoup plus pratique pour les clients, mais financièrement, il faut acheter les cassettes en assez grosse quantité pour toujours avoir les dernières sorties en stock, réussir à les louer rapidement et régulièrement, et payer les frais de poste qui ne seront pas donnés parce qu'une cassette, c'est lourd. Bref, le business model ne marche pas. Mais le timing peut faire ou défaire le succès d'une entreprise, et Netflix a eu la chance d'avoir son idée de location de films par poste pile au moment où sortait le DVD. Du coup... Retour vers le futur! Le futur est de retour pour la première fois en DVD! Nous avons un cap! Nous partons! DVD. C'est un film sur un disque de la taille d'un CD. L'image est 2 fois plus nette que sur une cassette vidéo. Le DVD était la réponse au problème logistique de Netflix. Léger, compact, moins susceptible de casser à l'arrière d'un camion de livraison et surtout moins cher à expédier. On n'a plus qu'à rajouter un site web qui permet de voir les dernières sorties, des partenariats avec les fabricants de lecteurs DVD, quelques promos et hop, l'imprimante à billets est lancée. Un événement vient cependant mettre fin à l'euphorie. Après 4 ans de croissance et de succès, la bulle internet éclate en mars 2000 et éclabousse Netflix. Ils ont beau être à la mode et louer des DVD à l'appel, ils ne sont pas profitables. Après une vague de licenciements qui mettra à la porte la moitié de la boîte, Netflix est dos au mur et doit, en ce moment plus que jamais, innover ou périr. Ils avaient réussi à terrasser Blockbuster parce qu'ils avaient compris que les clients, nous, avons la flemme. La flemme de se déplacer pour louer des cassettes ou les rendre, et demain peut-être la flemme d'aller à la poste pour renvoyer les DVD Netflix. Netflix avait commencé par remplacer le format VHS, mais maintenant ils allaient devoir remplacer la poste. Et entre nous, Netflix voulait déjà abandonner le modèle de DVD par poste, mais ils avaient 2 problèmes. Premièrement, la tuyauterie pour envoyer la vidéo via internet était trop serrée pour le moment, mais l'arrivée prochaine de l'ADSL allait résoudre ça. Le second et gros problème, c'était comment convaincre les studios qui détiennent les droits des films et des séries de confier leur contenu à Netflix alors que ces mêmes ayants droit viennent d'être traumatisés par Napster. Ah, on n'a pas encore parlé de Napster, on va le faire en 20 secondes. Fin des années 90, Napster débarque et secoue l'industrie musicale. Imaginez, télécharger votre musique préférée en un clic plutôt qu'acheter des CD. Pour les fans, c'est magique, mais pour les maisons de disques, c'est la panique. Napster devient l'ennemi numéro 1, déclenche des procès en masse, et malgré sa fermeture en 2001, il aura montré au monde qu'une autre manière d'écouter et partager la musique était possible. Par je ne sais quel miracle, enfin si, c'est dit à la page 136 de ce livre, mais ce n'est pas très intéressant. Netflix réussit à convaincre les studios à leur confier leur catalogue pour des sommes qu'on pourrait qualifier avec le recul de dérisoires. Donc vous voulez nous payer pour mettre nos séries sur Internet? Oh oui, on peut s'arranger. Allez, c'est geek. Tant pis pour eux, ça sonnera le début de l'âge d'or de Netflix. Breaking Bad, The Walking Dead, Friends, The Office et plus globalement, tout ce qui générait de l'intérêt était chez eux. Au vu de son faible tarif et de son catalogue monstrueux de contenu, Netflix montre que le streaming est une alternative sérieuse à la télé et lance même la révolution générationnelle du cord cutting, le fait de résilier son offre télé. Attendre à la semaine prochaine pour un épisode?
Attendre une heure précise pour regarder mon film? Subir de la pub pendant mon film? L'image cool de Netflix vient de là. Elle était méritée et pour un bon moment, tout se passe très bien. Le nombre d'abonnés augmente et le catalogue s'enrichit. Netflix produit ses propres contenus et certains cartonnent. Netflix s'expatrie dans 190 pays. Netflix est à son apogée. Et puis... un nouvel ennemi se dresse devant Netflix et s'appelle les multiples. Va nous falloir 2-3 concepts de comptabilité pour celle-là, mais rien de méchant, promis. Imaginons que je suis un fonds d'investissement américain. Pour décider d'investir dans telle ou telle boîte, je peux me baser sur les multiples. Par exemple, le Price to Earnings Ratio, prix de l'action divisé par le bénéfice par action. Pour Netflix, ce multiple est de 43. Ça veut dire que si j'achète une action de Netflix aujourd'hui, je paie 43 $ pour chaque dollar de bénéfice que Netflix a généré cette année. Mais est-ce que je suis bête de payer 43 $ pour avoir 1 $ aujourd'hui? Non, je ne suis pas bête. Je suis extrêmement optimiste. Un PE ratio entre 0 et 10, ça veut dire que le marché pense que l'entreprise n'a pas vraiment de perspective de croissance. Entre 10 et 20, c'est moyen à optimiste. Entre 20 et 30, c'est très optimiste. Et au-delà de 30, c'est les actionnaires comptent sur cette action pour se payer leur prochain yacht. Maintenant qu'on a notre diplôme en comptabilité, on comprend que ces multiples sont importants pour Netflix, parce qu'ils représentent le degré d'optimisme et de confiance que les investisseurs ont en l'entreprise. Et le souci, c'est que de plus en plus d'investisseurs se disent qu'ils ont peut-être été trop optimistes envers Netflix. Les multiples de 30, 40, 50 et plus, c'est pour les entreprises de tech, celles qui innovent énormément et rapportent énormément. Mais est-ce que Netflix, c'est vraiment de la tech? Est-ce que finalement, c'est pas juste une boîte d'audiovisuel comme les autres? Et si jamais cette théorie convainc Wall Street, Netflix a du souci à se faire, parce que les boîtes d'audiovisuel à qui on la compare, et ben leurs multiples sont beaucoup plus bas, ce qui fracasserait le cours de l'action Netflix. Laissons de côté le cours de l'action pour un instant parce que justement, la concurrence arrive et son viseur est pointé net sur Netflix. Alors, vous nous aviez bien eu parce qu'on ne connaissait pas très bien Internet? Et bien maintenant, si vous voulez garder notre catalogue, il va falloir raquer. Les studios historiques ont désormais leur propre service de streaming et soit ils récupèrent leur contenu, soit ils renégocient leur contrat jusqu'au bout. C'est un nouveau moment fatidique et Netflix doit changer radicalement pour arrêter l'hémorragie. Jusque-là, leur objectif c'était de faire grossir la base d'utilisateurs de la plateforme. Désormais, le but c'est de faire grossir le résultat comptable. Donc d'abord, on augmente les prix chaque année, plusieurs fois par année même si on peut se le permettre. Si les gens veulent payer, pourquoi se priver? Et en face, fini le partage de comptes. Si ils ne veulent pas payer, tant pis, on se crée de nouvelles sources de revenus. Déjà, les pubs, et ça marche très bien, puis les jeux vidéo, et ça marche moins. Au lieu de retenir les gens grâce aux films, aux séries, aux animés pour lesquels on risque de perdre les contrats un jour, on va miser sur le sport. Parce que le sport, c'est des saisons de plusieurs mois, et quand c'est l'intersaison, on envoie les documentaires. D'ailleurs, les films, on va faire moins de production originale pour faire un peu plus de qualité, et pour les séries, on va tester pour une saison. Et si on les sent pas trop, on annule pour récupérer ça en abattement fiscal. Très très bon move. Et ça marche. Netflix remonte la pente, son action a atteint de nouveaux sommets, les revenus sont en hausse constante au-delà des espoirs des actionnaires. Et je ne peux pas m'empêcher de dire, vraiment? Certes, ils sortent des bangers de temps en temps, mais visiblement, ça ne dérange personne que les films sautent tous les mois. Certes, l'algorithme nous connaît effrayamment bien, mais ça ne vous dérange pas de commencer une nouvelle série en ne sachant pas s'il y aura une suite? Une fin? Les chiffres ne mentent pas, hein. Netflix est plus populaire que jamais, malgré plein de décisions qui auraient pu laisser penser le contraire. De ce que j'en comprends, si à l'époque il fallait être sur Netflix parce que tout était dessus, aujourd'hui on reste sur Netflix parce que au moins un seul type de contenu nous retient. Bref, je dois me rendre à l'évidence, visiblement c'est moi qui ne comprends pas Netflix. Mais bon, si vous voulez l'histoire d'une boîte dont je comprends un peu plus le succès, je vous conseille cette vidéo sur les débuts d'AMD.